J'espère que vous allez bien. On est de retour avec un live et un live certes qui a été décalé cette semaine. Bah oui, parce que ce week-end j'étais avec la team Summer Geek. On a fait les foufous pendant 2 jours du côté de la Comète à Bayeux. On s'est bien amusé, mais bon, j'ai fini le week-end vraiment avec une voix de crécelle, autant dire que c'était pas forcément ce qui avait de plus agréable à entendre, je peux vous l'assurer. En tout cas, mes enfants m'ont bien fait comprendre que c'était compliqué. D'ailleurs, il y en a encore un petit peu, hein, c'est encore un peu rocailleux là ce soir. Bah voilà, on a décalé d'une journée au niveau des lives, du live. Bah, j'espère que voilà, ça ne chamboulera pas trop vos habitudes. Mais vous le savez, ça me fait plaisir de vous retrouver malgré tout. Je range un petit peu mon souk parce que le gars il est pas très rangé. Salut Horizon, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un bon week-end et tu as profité du beau soleil normand, parce que il faisait plutôt beau ce week-end. C'était plutôt sympa. Donc, cette semaine, alors j'ai intitulé effectivement le titre du live Monstres et mythes, parce que c'est un petit peu le thème, on va dire, récurrent des titres qui m'ont plutôt marqué cette semaine. Et donc, pour certains, j'ai vraiment très très en parler parce que voilà, il y a eu dans le lot, il y a eu un vrai coup de cœur. Nous sommes grippés depuis samedi. Oh mince alors, ça c'est pas cool. Mais bon, de toute façon, il y a une recrudescence actuellement là de petits virus, dont un certain COVID qui revient un petit peu de par chez nous. Donc ça ne m'étonne guère malheureusement. Bon, donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 volumes chroniqués ce soir. Donc, eh ben, il y a de quoi faire. D'où notre absence ce week-end. Bon, en tout cas, j'espère surtout que ça va mieux maintenant. Que le week-end, bon, malheureusement, a réussi à vous retaper et a fait en sorte que ça se on repart sur une semaine un peu plus sympathique, qui se terminera d'ailleurs avec le Café Geek, là encore avec l'assaut. Cette rentrée est folle, j'ai envie de dire. Bon, allez, on va attaquer gentiment on commence ce live maintenant avec les nouveautés, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec Monstrophobie. Monstrophobie, c'est un one shot qui est sorti récemment du côté de chez Akata, qui est réalisé par Kazuki Minamoto. Et salut Aiden. Le ce one shot, eh bien immédiatement à la couverture, voilà, donner envie, parce que j'avais envie de savoir tout simplement ce qui se cachait derrière cette relecture du mythe du bonhomme 7LM. Non, je plaisante, bien évidemment. Je dis des bêtises. Mais voilà, effectivement, ce monstrophobie, eh bien, ça nous parle de quoi ce titre-là? Eh bien, ça nous parle d'un jeune garçon, Arashiro que l'on voit ici sur la couverture. Arashiro, eh bien, on va dire à la base, c'est un lycéen relativement banal, voilà, et vient du. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Euh, il vient de déménager. Enfin, il a déménagé il y a pas si longtemps que ça. Il est arrivé du côté de Tokyo, sauf qu'il vient d'une région qui était un peu plus ensoleillée, ou enfin en tout cas voilà, il a le teint nettement plus foncé que ses autres petits camarades. C'est vicieux. Depuis qu'il est arrivé dans ce lycée, alors qu'il était relativement naïf, voilà, il se fait harceler de manière systématique par ses petits camarades, et surtout par
comment sympathique salopard, qui est le jeune homme que l'on voit ici. Comment il s'appelle déjà? Kurada, je crois. Je sais plus. Je ne sais déjà même plus le nom des personnages. Comme d'habitude, j'ai presque envie de dire. Et donc comment Hachiro, eh bien, au moment où on a l'impression que il en a un petit peu soupé de ce matraquage et de cette voilà, de cette malheureusement de ce harcèlement, eh bien, en fait, il apprend une nouvelle qui l'achève, on va dire quasi définitivement. C'est que le professeur, dont il est secrètement amoureux, parce que Hachiro a la particularité d'être homosexuel, et en plus effectivement de sa couleur de peau, eh bien, il était vraiment très attaché à un professeur, et ce professeur, c'était son rayon de soleil, on va dire. Voilà, il était vraiment, c'était ce qui lui permettait un petit peu de surnager. C'était quelqu'un qui voyait comme quelqu'un sur qui s'appuyer en permanence, être vraiment positif, j'ai envie de dire. C'était l'étoile dans la nuit, sauf que l'étoile dans la nuit, eh ben, d'un seul coup, elle pâlit très sévèrement au moment où il apprend que ce professeur, il est vraiment pas très à l'aise avec les homosexuels. On va dire même que ça le dégoûte. Donc autant dire que là, ça fait l'effet d'une bombe pour pour notre jeune garçon, qui est à la limite de se dire bon bah voilà, maintenant c'est quoi mon espoir dans la vie? Je me fais harceler, celui que j'aime déteste ma condition, je peux même pas envisager peut-être un jour, qui sait, une idylle. Donc là, il est vraiment au fond du trou, et d'un seul coup, clic, alors qu'il est dans les toilettes, où on pense que potentiellement, il pourrait passer à l'acte, et un acte pas forcément très sympathique, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il se transforme en monstre, ou en tout cas, sa tête devient celle d'un monstre, et donc c'est ce qu'on voit ici sur la couverture. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, ça étonne un petit peu tout le monde, qu'il qu'il se transforme comme ça en un monstre. Voilà, lui-même n'arrive pas à comprendre pourquoi, et surtout, il se demande comment on peut rétro-pédaler et redevenir normal. Sauf que très vite, eh bien, sa situation de monstre va finalement, je vais pas dire profitable, parce que ça serait peut-être être très positif là pour le coup, mais en tout cas va lui permettre un petit peu de lâcher les chevaux, et de dire un petit peu ses quatre vérités, et finalement de quelque part de rentrer un peu plus dans l'art des personnes dont et justement celles qui lui sont, on va dire, plus ou moins chères, de leur dire ce qu'il en est, et leur asséner une certaine forme de vérité, que ce soit sur le harcèlement, que ce soit sur la notion d'être homosexuel et de faire son coming out. Sauf que, eh bien, voilà, c'est forcément quand on commence à balancer un petit peu les choses, surtout avec un faciès qui n'est pas forcément au goût de tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça plaît pas. En tout cas, ça remue des choses. Ça permet de mettre aussi des vérités à jour. Ça permet aussi de fendre l'armure d'autres personnes. Enfin bon, voilà. En tout cas, dire que sa transformation en monstre va avoir un impact certain sur son quotidien, et sur des choses qui sont plus ou moins attendues, j'ai envie de dire, et d'autres qui ne le sont pas tant que cela. Salut Jus, salut c'est pour les gamins, salut Will, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, Monstrophobie, eh ben franchement, ça a été un one-shot que j'ai dévoré d'un seul tenant, parce que au final, il est vraiment en termes de notion d'ouverture d'esprit, et d'essayer de rentrer dans la tête de personnes qui sont mal aimées, et pas forcément pour les bonnes raisons, et aussi
comment essayer de comprendre ce qui derrière, ce que peut cacher éventuellement une éventuelle violence dans le verbe ou la violence derrière le harcèlement, ben je trouve que c'est un one shot qui arrive à globaliser un petit peu tout cela et de manière assez didactique, mais sans être totalement dans une forme très enclavée. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'avoir une leçon de morale sur l'ensemble du titre, parce que la traduction est vraiment de bonne qualité et nous permet de retranscrire véritablement les sentiments qui traversent nos différents personnages, sachant qu'on a vraiment un triangle principal, et d'ailleurs qui est symbolisé sur cette couverture, entre notre héros, le harceleur, et le prof dont on ne voit pas la tête ici. Et finalement, c'est aussi une leçon sur la notion tout simplement d'égoïsme, d'égocentrisme, qui nous empêche finalement de réussir à comprendre et à s'ouvrir vers les autres. Parce que franchement, le personnage du prof, il est au fur et à mesure du volume, il est de plus en plus détestable en fait. C'est-à-dire que le mec, il ne comprend pas son rôle, il n'est que dans quelque part, il n'est que dans la façade, il n'est que dans une certaine forme d'apparence et une certaine forme de superficialité quand il s'agit de comprendre les problèmes qui assaillent son élève. Et il y a des moments, il a des réflexions, mais qui sont tout juste sidérantes. Alors, effectivement, parfois, on a l'impression que ça force un petit peu le trait, que voilà, c'est un one shot, donc il faut aller vite. Mais franchement, ce personnage-là, en même temps, c'est une tête à claque, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est des personnes qu'on aurait très bien. Voilà, il y a certaines réflexions que j'ai entendues dans la bouche de ce personnage, que j'ai déjà entendues dans mon entourage, relativement proche. Et c'est vrai que et même, j'ai envie de dire, même moi, il y a eu des fois, j'ai eu parfois des réactions qui me semblaient appropriées sur le moment, par rapport à une certaine forme de discrimination, et dont je me rends compte avec le recul que c'était soit stupide, soit forcément malvenu. Et forcément, quand on lit ce titre, et on se dit, effectivement, tu peux comprendre que la personne en face, elle réagisse pas bien. Donc c'est pour ça que j'estime que le titre est vraiment est assez didactique de ce point de vue-là, et pas éducatif, mais en tout cas nous permet de mieux saisir parfois quand on est quand on n'est pas à l'aise avec ces questions-là. Eh bien, ça permet aussi d'en apprendre plus, d'être plus tolérant, mais aussi de comprendre que malheureusement, eh bien, il y aura aussi toujours des personnes qui seront intolérantes, qui sont entre guillemets indécrottables, et qu'à un moment donné, il faut faire avec. C'est-à-dire que le titre ne fait pas preuve non plus d'un angélisme total, en voyant tous les personnages finalement réussir à faire une forme de mea culpa ou quoi ou qu'est-ce. Non, le titre, il est quand même crédible de ce point de vue-là, et tout à fait accessible, j'ai envie de dire. Il y a juste eu certains passages que j'ai trouvé, même si ils servent le propos un petit peu un petit peu chaud, j'ai envie de dire, parce que à un moment donné, quand on commence à empoigner, on va dire, les parties intimes d'un homme pour euh, pour le menacer quelque part, c'est aussi agressif que lorsque on agresse une femme ou quoi que ce soit. Enfin, moi je trouve que c'est assez violent, en tout cas visuellement. Donc que ce soit femme ou homme, moi j'estime que voilà. Et c'est vrai que sur le moment, il y a une page qui insiste là-dessus, et je trouve que ça insiste vraiment très fort. Ça aurait pu être un peu plus léger, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, comme je le dis, la traduction est vraiment bien, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des lycéens actuels qui parlent, c'est-à-dire que ça alterne entre un langage qui essaye d'être plus ou moins châtié, enfin en tout cas
respectueux par moment, mais quand la température monte, et ben on voit bien que ça lâche les chevaux et que les insultes fusent, mais voilà, c'est quelque chose d'assez naturel, j'ai envie de dire, surtout quand voilà, on a l'impression qu'il y a une forme d'injustice qui est en train de se tenir, de tenir lieu. Donc voilà, donc Monstrophobie, eh ben c'est un joli one shot, plutôt bien fichu, intéressant, et que bah, tout simplement je vous invite à découvrir. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont lu ou qui ont envie de le découvrir, ce titre? euh, Alors, que je vous montre un petit peu les différentes pages. Alors, donc voilà, comme je vous disais, d'emblée, bah, les premières pages, c'est le prof. Donc comment il s'appelle déjà ce prof-là? Alors, Kuroda. Donc Kuroda qui balance à une de ses collègues, franchement, les homosexuels, c'est pas trop mon délire. Et forcément son élève qui entend cela immédiatement, et pour lui bah c'est la douche froide, et c'est la douche froide. Nous avons l'autre l'autre salopard, donc Naruse, et ben, qui s'amuse à arroser justement on va dire son collègue, on va dire son camarade, et vous imaginez donc la tête finalement des personnes quand elles commencent à voir comment l'autre venir avec une tête comme ça. On peut dire que ça peut être un peu choquant. Alors bien évidemment, on va estimer aussi sur l'aspect monstre et tout ça, c'est bien évidemment il y a des messages subliminaux qui sont passés à travers ça, et ça permet de faciliter aussi de mieux comprendre la notion d'acceptation et tout, hein, comment c'est beaucoup plus visible, graphique, que de parler frontalement potentiellement de racisme ou d'homophobie. Donc voilà. Et bah donc voilà. Moi, c'est un titre avec 2-3 punchlines de temps en temps qui envoie du bois, et qui fonctionne tout simplement. Voilà. Donc Monstrophobie, ben, c'est une bonne pioche du côté de chez Akata à mettre dans toutes les bonnes mains, je trouve. Alors, vous êtes sage pour l'instant. Pas trop de réactions. Peut-être que Monstrophobie, ça vous fait peur. Est-ce que le nouveau Fumio Kuno, on va y arriver, vous fait aussi peur que cela? Bah, j'espère pas, parce que c'est qui est vraiment, je vais pas dire cher à mon cœur, mais vraiment que j'apprécie beaucoup. On a eu droit donc en même temps à la réédition du Pays des Cerisiers, que je vous invite aussi à découvrir parce que c'est une très très belle œuvre. Et bien en même temps, Kana en a profité pour sortir une nouveauté, en tout cas un titre qui n'a jamais été édité du côté de chez de cette autrice, Les Fleuristes du coin de la rue. Sauf que là pour le coup, on va dire nouveauté, oui, certes, parce que jamais édité, mais par contre c'est une œuvre quasiment de jeunesse, là pour le coup, de la part de Kuno. Et ça nous parle de quoi? En fait, on a un recueil, et un recueil qui est articulé quand même de manière assez originale, puisque effectivement le point de départ de ce recueil, c'est je termine la vaisselle. J'adore t'écouter en faisant la vaisselle. D'accord, ok. Est-ce que ça te permet de faire briller? Est-ce que je suis meilleur que le mire-vaisselle pour mieux faire briller? Ah bah j'espère me prendre le Pays des Cerisiers. Oui, il faut prendre le Pays des Cerisiers. C'est vraiment un excellent titre que je vous invite à découvrir. Donc, comme je disais, c'est un recueil qui est assez étonnant, parce qu'en fait, on va se retrouver avec
un début d'histoire, qui qui est assez voilà, qui nous amène effectivement à plusieurs chapitres autoconclusifs, mais qui amène quand même une espèce de fil rouge, qui sont donc ces fleuristes du coin de la rue, où on va retrouver donc les deux personnages qui sont sur la couverture. Alors, je vais retrouver les noms. Alors, en fait, on va se retrouver avec Rin, qui est une jeune femme qui normalement est là pour faire de la prospection, enfin qui travaille dans une grosse boîte dont on comprend assez vite que c'était plutôt plus ou moins la maîtresse de cette grosse boîte, et qui vient justement pour acheter des fleurs dans le cadre de son taf. On sent bien que quelque part son taf, c'est aussi une commerciale, donc on sent qu'elle est pas forcément très épanouie dans ce qu'elle est en train de faire. Et au moment où elle est en train de justement d'acheter des fleurs dans cette petite boutique où elle va rencontrer donc celle qui tient cette boutique, tout simplement, Urara. Eh bien, Rin apprend pile poil que, elle est lourdée, qu'elle est virée, qu'on la met gentiment de côté, et finalement, elle va se retrouver très vite, de fil en aiguille, à être embauchée par Urara, qui a bien besoin justement d'une vendeuse, et donc elles vont former un nouveau duo de fleuristes. Et forcément, ces dernières vont se retrouver dans plusieurs situations où elles vont croiser certaines personnes, plus ou moins, enfin, assez aussi étranges, j'ai envie de dire, pour certaines, que pragmatiques pour d'autres, qui vont leur faire se poser des questions sur ce qu'elles doivent proposer justement comme bouquet, sachant que à la base Rin, les fleurs, c'est quelque chose, c'est un domaine qu'elle ne maîtrise absolument pas. Elle, ce qu'elle sait, c'est vendre quelque chose, mais pas forcément. Elle maîtrise vraiment pas du tout l'art des fleurs, et surtout aussi le langage des fleurs. Ou par contre, Urara, elle, on va dire, elle a ce côté très poétique, très volage, très je flotte au-dessus du monde, mais qui a du mal parfois un petit peu à atterrir et à se rendre compte que il faut quand même faire tourner la boutique. Et on va se retrouver forcément avec ce duo assez dépareillé, dans des situations cocasses, pour certaines poétiques. Enfin bon, voilà, il y a plein de petites histoires comme ça. Donc ça, c'est une partie du récit. On va se retrouver ensuite avec plusieurs petites histoires qui sont intercalées, et qui pour certaines sont plutôt vraiment très cool, vraiment des histoires courtes sur la dispute d'un couple. Il va y avoir alors, il faut que je reprenne, parce que c'est vrai que il y a un jeune garçon qui essaye de séduire une jeune femme, mais alors que lui-même est complètement, lui aussi plane un petit peu à 15 000, sauf qu'il subit une attaque, un cambriolage, et ça va lui permettre quelque part de se révéler à lui-même auprès de cette jeune femme. Salut Camilo, comment vas-tu? Enfin bon, voilà, on a une succession comme ça de petites histoires vraiment plutôt chouettes, et on termine le recueil de nouveau avec avec nos fleuristes, avec de nouveau certaines histoires, mais avec et pour certaines qui croisent avec les premières, avec un autre point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on comprend que la première partie a vraiment été écrite au tout début de la carrière de Kuno, et par contre, et les histoires qui sont entre les deux, plus ou moins elles aussi. Et par contre, la seconde partie des fleuristes a été écrite bien plus tard, si je me trompe pas, 7 ans après,
Et d'ailleurs, on a le droit à une postface où Kuno dit non, bon, je pensais m'être amélioré au niveau du dessin, mais franchement, c'est pas tout à fait le cas. Enfin bon, elle a un côté très autocritique de son travail, avec une certaine distance assez drôle. Finalement, la postface est plutôt cool à lire. Mais cela permet aussi, parce que ça le permet d'avoir une conclusion finalement à cet arc entre nos deux fleuristes dont la relation dont on ne sait pas exactement où est-ce que ça veut nous emmener finalement, et sur des terrains qu'on aurait pu ne pas forcément imaginer avec la première partie. Donc ces fleuristes du coin de la rue, alors c'est assez inégal, il faut quand même bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, surtout sur la première partie, on voit bien que Kuno est au début de sa carrière, et il y a des histoires au niveau des fleuristes qui sont certaines sont plutôt bien construites et certaines sont relativement maladroites dans leur narration, et font que parfois l'effet de poésie ou de ou l'effet comique ne fonctionne pas tout à fait à plein, et il y a une espèce de retard à l'allumage, j'ai envie de dire, qui fait que bon, on dit bon, on n'est pas sur la Kuno de pour Senpei ou pour ou le pays des cerisiers, hein, donc des œuvres qui sont quand même beaucoup plus accomplies pour le coup. Salut. Mais malgré tout, comme ça, on a quand même certaines fulgurances, et pour certaines fulgurances graphiques, parce que elle peut critiquer son style, mais franchement, j'aime beaucoup cette forme de la naïveté de son trait, et cette économie de trait aussi, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que voilà, avec vraiment très peu de choses, elle arrive à donner de vie à ses personnages, et vraiment la malice qu'on peut retrouver dans un regard, et dans des éléments vraiment très fins, sur des tout petits détails graphiques. Ça permet vraiment de donner vie littéralement à ces histoires. Mais comme je le dis, effectivement, il y a une certaine forme de maladresse, si on peut dire. Et par contre, comme je dis, voilà, on a des fulgurances, mais vraiment dans les histoires du milieu, il y en a vraiment certaines qui sont vraiment très très chouettes. On voit que voilà, tout cela évolue, et que finalement la conclusion, en plus, il y a il y a une espèce de happening. Enfin bon, je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion de jeter un œil à ce recueil. Moi, j'ai trouvé la conclusion vraiment plutôt maligne, et plutôt sympa, plutôt bien trouvée en fait. Elle joue vraiment avec son média, et ça fonctionne. Moi, sur le coup, ça fonctionne vraiment en bien, et ça permet de bien clôturer finalement ce recueil et de ne pas avoir une sensation trop peu. Et donc ça, c'est plutôt très cool. Donc voilà, ça a été voilà une jolie lecture donc c'est Fleuriste du coin de la rue, que je vais vous montrer, qui est bien évidemment à l'intérieur. Si bien évidemment, c'est pas forcément le titre que j'irais conseiller immédiatement pour plonger dans l'univers de l'autrice. Le pays des cerisiers pour Senpei, je le redis encore une fois, ont ma préférence, mais vraiment pour ceux qui sont fans, ou vraiment qui apprécient l'autrice, eh bien j'ai envie de dire, c'est loin d'être une œuvre de seconde ou de troisième zone comme on peut en avoir avec certains auteurs. Ça, c'est plutôt très très chouette. Et puis on apprend aussi des choses par rapport aux fleurs, parce que voilà, il y a un côté aussi légèrement didactique par rapport à ça. Donc moi, je prends toujours les éléments éventuellement qui nous permettent d'en savoir un peu plus. Donc voilà, on retrouve vraiment le trait caractéristique, donc avec la fameuse Rin et Urara qui est juste ici. C'est avec effectivement lui qui est vraiment d'une maladresse crasse, hein, quand même, hein, parce que quand il s'agit de livrer un truc extrêmement important, j'ai bien aimé cette histoire-là, où elles doivent livrer un pot de fleurs, et une fleur bien particulière. Elle
elles arrivent à péter le pot, mais malgré tout à récupérer la fleur, sauf que c'est con, c'était le pot qui intéressait véritablement l'acheteur. Donc voilà, c'est sur des petites histoires comme ça fonctionne très très bien. Et comme je le dis, les ambiances et les effets comiques aussi ont tendance à plutôt bien fonctionner sur voilà, sur la notion, les effets comiques d'ailleurs jouent beaucoup sur la maladresse de Rin. Hein. C'est beaucoup, ça joue beaucoup là-dessus. Et je vais vous, ah oui, côté aussi une espèce d'escroquerie qu'elle subit. Et voilà, moi, il y a des planches comme ça. Je trouve qu'il y a une forme une poésie graphique, je trouve, qui fonctionne très bien. On a l'impression qu'il y a une espèce de langage qui s'effectue entre le personnage et les fleurs. C'est vrai on ressent l'amour que peut avoir Urara pour les plantes de manière générale, et finalement parfois pour s'en séparer, pour les vendre, et bah c'est pas si facile quand on aime tant. Et voilà. Donc il y a certaines cases, voilà, on sent aussi, c'est un petit peu chargé, donc c'est un peu moins accessible. J'ai envie de dire. Toc. Et donc là, c'est les fameuses histoires qu'on va retrouver au fur et à mesure, avec un ancrage qui est un petit peu plus léger, dont on sent bien effectivement que c'est un peu après. Alors là, c'est effectivement la dispute d'un couple. Alors, je dirais que cette histoire-là, elle a un côté un petit peu, par contre, elle a peut-être pas forcément très très bien vieilli, même si, parce que je trouve que voilà, on la dispute, on voit surtout la femme qui a une certaine forme de remords par rapport à cette dispute et qui va faire les efforts, et bon, l'homme lui aussi va faire un tout petit effort, mais je trouve qu'il y a un certain déséquilibre par rapport à ça. Alors que bon, une dispute, on sait bien, quand il y a une dispute, eh ben, il faut deux personnes pour se disputer. Là, c'est le moi Bibi et ce drôle de personnage qui a, façon Alain Delon, a tendance à parler à la troisième personne. C'est assez... à un moment donné, on se dit, mais c'est qui ce drôle de personnage? Mais voilà, pour l'amour d'une belle, va littéralement se transformer. Il y a aussi il y a une histoire effectivement avec un chien qui va finalement, pour montrer elle est plus qu'un simple chien qu'on trimballe partout, va demander à vouloir se transformer en humaine, et effectivement va se transformer. Sauf que c'est pas si évident la vie des humains, j'ai envie de dire. Salut Creepy, salut David Deguerre. Et donc, voilà. Bon, après, effectivement, on revient sur les fleuristes. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui l'ont lu, ou est-ce qu'ils vont potentiellement découvrir ces fleuristes du coin de la rue? Ou est-ce que vous avez lu d'autres œuvres de Fumio Kuno? Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire Kuno, alors que c'est pas ça. L'art de d'écorcher le nom des auteurs. Ah là là, je me tape sur les doigts. C'est un manque de respect tout ça. Donc, alors, si, comme d'habitude, hein, si vous voulez à un moment donné intervenir, si vous voulez présenter une nouveauté ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. C'est le moment. Il faut un coup de cœur, un coup de gueule. J'ouvre la porte avec grand plaisir. Même si ces derniers temps, vous courez pas après. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec quelqu'un en direct live. Ça pourrait changer dans les semaines à venir, si on arrive enfin à caler une date avec une certaine personne. Donc, là, on va attaquer les suites. Les suites de suite. On attaque avec One Dance. One Dance, j'ai envie de dire, le titre est finalement très bateau,
quand on voilà dans sa construction de son scénario, on voit effectivement nos personnages évoluer au fur et à mesure des différentes rencontres, et là bah voilà, il y a un nouveau personnage, donc une nouvelle approche de la danse, et là on se retrouve avec comment tout ce qui est comment les euh, ah je vais pas y arriver, mais pas le hip hop, mais euh, ah les b-boys. Donc effectivement, comment une autre façon de percevoir le rythme et tout ça. Donc forcément, on se retrouve avec notre couple, on va dire notre couple star, hein, qui commence à en apprendre les rudiments, et oh miracle, et ils ont l'air plutôt doués pour ça. Bon, voilà, on a bien compris qu'effectivement, on allait avoir la construction de One Dance allait souvent être de ce type-là, mais la grande force du titre, elle reste à la fois sa patte graphique qui est vraiment assez unique, c'est-à-dire que quand les corps se déhanchent, vont dans tous les sens, et c'est toujours hyper lisible. En tout cas, moi, je suis jamais perdu véritablement, alors que pourtant l'auteur multiplie les effets et tout, mais je me sens jamais perdu, et vraiment je ressens littéralement la musique à travers les pas de danse des personnages. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très fort de la part de l'auteur, avec certaines planches qui sont absolument sublimes. Moi, voilà, il y en avait une que j'avais postée en story, et voilà, je suis assez visuellement, je suis vraiment très très accroché par le style donc de Koffé. Et puis, bah, tout simplement, les personnages, on commence voilà, à les appréhender au fur et à mesure, à avoir quand même une certaine accroche finalement avec ces derniers. Et donc, bah, j'ai envie de voir effectivement où on va les emmener, les faire monter toujours plus haut, toujours plus fort. Donc voilà. Et ce qui est toujours cool aussi, c'est d'avoir, lorsqu'ils commencent à danser, potentiellement d'avoir les morceaux qui vont avec. Et franchement, pour certains, bah, alors pas tous, mais j'en ai écouté franchement certains, et certains, je trouve que vraiment, bah, ça colle pile poil à la proposition, quoi. Donc voilà. Je pense m'orienter vers Girl Crush pour ma part. Et toi? Girl Crush, c'est le titre qui est sorti chez Shiba sur la star de K-pop là. Bah, moi j'ai feuilleté, et pour l'instant, bon, je dis oui, pourquoi pas, mais je dirais que bon, voilà, c'est le mois la rentrée était quand même assez costaud en termes de sortie et tout. Il fallait faire un choix. Pourquoi pas? Il faudrait que je regarde un petit peu certains retours sur ce titre-là, qui pourraient effectivement me pousser à me pencher sur la question. Pour l'instant, j'ai pas sauté le pas, j'ai envie de dire. Mais après, le dessin est plutôt chouette, donc pourquoi pas. Alors, donc One Dance, je continue de valider, même si j'ai conscience de certaines limites du titre, j'ai envie de dire. Ensuite, on continue avec Oshinoko. Oshinoko. Alors, c'est marrant parce que le volume 7 laissait penser comment qu'on avait une certaine forme de fin de cycle finalement, et quelque part quasiment presque une réorientation du titre, où je me disais tiens, vraiment, bah, l'auteur abandonne finalement son espèce de fil narratif concernant la vengeance et tout, et en fait non, on se rend compte que c'est un passage de relais. Parce que après avoir été vraiment beaucoup recentré sur Aqua et sur sa manière d'appréhender finalement euh, le show business, pour en savoir un petit peu plus sur potentiellement ses origines et tout ça, et ben en fait maintenant on se retrouve avec davantage Ruby, qui va véritablement, alors qu'elle était finalement très légère depuis le début, et bien là non, elle est finalement confrontée à un événement qui est très important dans ce volume, qui est vraiment bah, la met en face de certaines réalités. Et bien finalement c'est elle qui passe en mode warrior, et à vouloir en savoir un petit peu plus sur ce qui a pu se passer auparavant. Donc en fait, voilà, on a eu, comme je disais, c'est un passage de relais entre nos deux personnages. Ça veut pas dire que Aqua est abandonné, on va dire, mais finalement, je pense qu'on les éléments de légèreté vont finalement venir à travers lui.
et on va avoir des choses un peu plus costauds finalement du côté de Ruby. Donc c'est marrant de voir cette bascule littéralement du récit, qui est plutôt bien symbolisé finalement avec ce côté noir noir et blanc sur la couverture. Donc voilà, Oshinoko, en tout cas toujours aussi dynamique, comment des éléments là encore plutôt intéressants et plutôt bien menés, là davantage dans l'univers du clip, parce que bien évidemment comme on dit que Ruby va être plus central, bah forcément on va davantage se concentrer sur le côté musical, on va dire, de notre histoire, donc je pense que ça va être assez croustillant encore une fois. Salut Watchmen. Donc voilà, un volume 8 plutôt bien troussé, bien fichu, et qui donne tout simplement envie de continuer cette très bonne série qui est Oshinoko. Wally walou. Allez, on continue, on enchaîne avec Frieren. Alors Frieren, c'est marrant, parce que systématiquement, enfin j'ai l'impression systématiquement d'avoir la même construction dans les volumes. C'est-à-dire qu'on a systématiquement un début de volume où on va avoir des petites histoires qui sont drôles, tout ça au départ, mais bon, qui on peut dire ne relèvent pas beaucoup la sauce, hein, j'ai envie de dire, qui sont sympathiques, hein, mais qui forment vraiment le lit de la tranche de vie pure et dure du titre. Et puis à chaque fois, on va se retrouver avec une deuxième moitié de volume qui là est beaucoup plus étalée, beaucoup plus dense, on va dire, dans son fil narratif, avec l'apparition de certains ou la réapparition de certains personnages qu'on a déjà croisés auparavant et qui là continuent de monter en importance, j'ai envie de dire. Et finalement, bah, sur ce demi-volume, eh bien, on est pris parce que là, ce qu'on cherche à y développer est plutôt intéressant dans notre manière de voir les choses, surtout que là, on sent bien que notre elfe, qui semble tellement au-dessus de la mêlée depuis le départ, bah là, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Bonsoir Jean-Vincent, bonsoir Watchmen. Merci de passer sur le live, c'est toujours très cool. Voilà. Mais et je suis sûr que voilà, on va en avoir la conclusion dans le prochain volume. Et puis certainement, bah, on va repartir sur ce même schéma. Alors forcément, pour certains, ils vont estimer que c'est un côté un petit peu répétitif, mais c'est ce qui fait partie aussi du charme de Frieren, c'est-à-dire avoir cette forme d'alternance entre des schémas narratifs qui sont bien établis et que maintenant on commence à avoir l'habitude d'avoir. On en est quand même déjà au volume 9. Et on suit la petite troupe comme ça. Voilà. Est-ce que à la fin ça fait de Frieren un titre vraiment qui est un indispensable? J'ai quand même j'ai quand même un doute parce que je pense qu'il y a un côté éphémère finalement à l'effet que peut avoir Frieren et je pense qu'il y a une certaine forme de superficialité à tout cela, alors que pourtant finalement l'auteur essaye d'avoir un propos relativement profond sur le temps qui passe, mais je suis pas sûr que tout cela vraiment m'imprime profondément lorsque à un moment donné on aura la conclusion de ce titre-là. Je passe un bon moment. Est-ce que c'est un must? Pour l'instant, vraiment, je réserve ma réponse et j'en suis vraiment pas persuadé. Mais bon, voilà, on continue avec plaisir. Alors, continuons. Du côté de chez Glénat avec Pour le pire. Et ce Pour le pire... Oh là 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 là. Oh, que ça monte en tension, puisque effectivement, voilà, il se passe... il y avait énormément de choses qui se volume précédent, hein, le volume 8 était vraiment d'une intensité folle. Là, ce volume 9, j'ai envie de dire, mais Guillaume, tu parles par rapport à quoi? Par rapport à Pour le pire ou par rapport à Frieren? J'avoue que je ne sais pas du tout à combien de volumes on en est au Japon de Frieren. Là, je ne peux pas te dire, mais oui, à mon avis, il y en a encore pour un certain nombre de tomes. Hein. Je pense, c'est pas non plus, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Hein. Donc, je reprends. Pour le pire, tout simplement, voilà, c'est un titre. Moi, je le trouve, mais vraiment, plus les volumes passent, plus je trouve que
le malaise qui est installé est de plus en plus malaisant, j'ai envie de dire. Donc effectivement, faut être à l'aise avec ce côté vraiment suintant, j'ai envie de dire, parce que cette relation, elle est quand même ultra biaisée, mais en même temps. Voilà, les deux sont cabossés de partout, sont cassés de partout. Leur psychologie est vraiment ultra border, entre l'un qui a cette espèce de complexe du sauveur et l'autre qui s'affirme très clairement comme une psychopathe, mais qu'on a envie d'excuser parce que effectivement son passé est absolument terrible. Mais et donc forcément, on est pris quand même d'affection à ce qui est en train de se passer entre ces deux-là. Et en même temps, bah, l'intrigue avance, elle avance vraiment dardard. Et elle fait froid dans le dos, enfin, j'ai envie de dire. 11 au Japon pour Frieren, donc ça veut dire qu'en plus, on rattrape le Japon. Ouais, bon. À un moment donné, si on se retrouve avec des volumes très espacés pour Frieren, je suis pas sûr que le titre... Bon, on verra. Mais merci en tout cas, Juju, pour l'information. En tout cas, voilà, je digresse, mais bon. Pour le pire, cette série, je trouve, même si elle est un poil too much sur certains points, sur certaines mimiques, sur certains effets de manche, oui, on peut estimer que la ficelle est un peu grosse et quoi, mais ça fonctionne quand même. Ça prend au trip à la lecture. On a vraiment, on est pris à tourner les pages et vraiment de plus en plus vite. Et même avec un côté un petit peu caliente parfois, parce que les corps se rapprochent, En tout cas, voilà. C'est un titre que j'apprécie depuis le début. Et même si parfois, on n'est vraiment pas à l'aise à la lecture, hein, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Avec Isabella Bird. Ah là là là, mais quel plaisir de retrouver Isabella Bird. Franchement, c'est une série que si vous n'avez pas eu encore l'occasion de découvrir ce petit bijou d'œuvre historique, parce que oui, Isabella Bird a réellement existé. Alors bien évidemment, il y a des éléments romancés dans son histoire, mais voilà, moi je trouve que c'est une très belle retranscription en manga. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, les précédents volumes étaient vraiment étaient très en mode carnet de voyage, hein, alors que là, eh ben, on se retrouve avec un volume qui est, pour le coup, totalement et quasiment immobile, mais on est quasiment dans la bataille psychologique, ou la bataille de mots, pour essayer, tant bien que mal, de faire en sorte que le duo qu'elle formait avec son traducteur n'explose pas en vol, et face à un adversaire plutôt très très coriace, il faut bien le dire, mais dont l'auteur n'oublie pas de lui donner quand même un background et d'essayer qui nous explique effectivement pourquoi son comportement, parce que quand on le voit comme ça, on pourrait estimer que voilà, c'est juste un enfoiré. Non, c'est un peu plus que ça quand même. Alors ça ne veut pas dire qu'à la fin c'est un personnage qu'on apprécie fortement, quoique il est peut-être amené à évoluer par la suite, mais voilà, il a une position qui s'explique mieux et qui s'explique bien. Et donc ça c'est tout simplement cool d'avoir un background qui soit plutôt bien construit. Et comme le dessin devient de plus en plus fin, de plus en plus clair et tout, et voilà, moi j'ai envie de dire Isabella Bird, c'est la bonne pioche, la très très bonne pioche du côté de chez Kion. Et j'ai envie de dire, je reprends les volumes à chaque fois, j'ai pas le sentiment de se dire putain, il faut que je reparte en arrière pour me remettre dedans, patati patata. Alors que pourtant, voilà, c'est vrai que les dates de sortie commencent sérieusement à s'espacer du côté de Taiga Sasa. Voilà. Donc Isabella Bird, vraiment un récit de voyage qui continue fort et bien, même si ce volume-là n'est pas très axé sur le voyage. Ensuite, tiens, bon,
J'ai pas fait exprès, mais l'ère des cristaux. Alors, l'ère des cristaux. Eh bien, typiquement, là, là, on se retrouve face à un problème, un réel problème. Comment, c'est pas un problème grave, j'ai envie de dire, mais un réel problème, c'est que, voilà, 2 ans, comment, depuis le dernier volume, si je me trompe pas. Là, voilà, c'est là où je vois quand même que mes neurones ils commencent un petit peu à fatiguer. C'est que je me suis retrouvé au début du volume, mais je ne maîtrisais mais plus rien dans le récit. Il y a des trucs qui se passaient, des personnages, surtout que bon, on est quand même sur une histoire où comment l'aspect des personnages évolue au fur et à mesure et ça fait partie vraiment de l'ADN de la série et ce qui en fait aussi sa force depuis le départ eh bien, a fait que mais c'est qui ça? J'étais en permanence à me dire putain mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc voilà, mon début de lecture a été mais à chier parce que voilà, je j'arrivais pas à me replonger dans le récit et à en saisir les tenants et les aboutissants et la dramaturgie et parce que effectivement il y a des éléments vraiment dramatiques qui se passent dans ce volume-là et magnifié par le trait sublime de Ishikawa. Vraiment, enfin, il y a pareil, là encore, il y a des planches qui sont brillantes. Surtout sur la deuxième moitié du volume, il y a franchement, c'est juste magnifique. Mais là, pour le coup, j'ai qu'une seule envie, c'est dès que j'aurai un petit moment, c'est de me replonger, de me reprendre au moins les 5-6 derniers volumes de l'ère des cristaux, me les rebouffer et les réingurgiter pour mieux relire ce volume-là, parce que j'ai vraiment l'impression de pas l'avoir apprécié à sa pleine mesure. Et c'est extrêmement frustrant, parce que l'ère des cristaux fait partie des séries que j'aime, mais vraiment, j'aime d'amour, quoi. Parce que il y a plein d'éléments dans ce récit voilà, qui me plaisent plus que tout. Je le redis, c'est un titre qui malheureusement est loin d'avoir la reconnaissance qu'il mérite. Mais ça, malheureusement, c'est un autre débat. En tout cas, chose étonnante, c'est que quand on arrive, en tout cas à la fin de ce volume 12, on est persuadé qu'on arrive à la fin, parce que franchement, ce qui se passe là, ça pourrait faire une fin ultime. Et quand j'apprends qu'en fait, eh ben non, c'était pas le dernier volume, que effectivement là, il y a déjà 6 ou 7 chapitres qui sont déjà sortis, et donc potentiellement un volume 14, volume 13 qui devrait pas non plus tarder, qui sera peut-être le dernier là pour le coup, on ne sait pas, à moins que ça soit une relance du récit, mais bon, on ne sait pas. Salut Mimlight. Et voilà, c'est je suis dans un espèce d'entre-deux qui est à la fois admiratif et terriblement frustré par ce volume 12. Et je peux vous assurer que oui, à un moment donné, vraiment quand je vais avoir un tout petit peu de temps, je vais me replonger dans l'ère des cristaux et je vais re-kiffer, ça c'est sûr et certain. Mais là, c'est malheureusement, mais il y a d'autres séries comme ça. Hein. Là, 2 ans entre chaque volume, à un moment donné, ça fait beaucoup pour ma petite cervelle. Surtout quand je fais pas de la relecture façon ado qui remange et mange, comme ma fille en fait, qui adore aussi l'ère des cristaux et n'arrête pas de les relire régulièrement. Donc forcément, elle, quand arrive le volume 12, elle l'apprécie à sa juste valeur. Et ça, grosse frustration. Très très grosse frustration, je vous l'avoue. Voilà. Mais comment il y a tu as vu, il y a un volume 0 de l'air. Bah non, comment j'étais même pas au courant, mais vu que la série n'a malheureusement pas fonctionné, je sais pas si un jour on aura le volume 0, si effectivement volume 0 il y a. Ça serait plutôt cool d'avoir l'univers de bout en bout, hein. Ça serait vraiment très très chouette. Hein. Mais bon, la quête de Fausse est juste, c'est juste magnifique. Comment? C'est chez quel éditeur? C'est chez Glénat.
Mais dispo en FR apparemment. Alors moi j'ai pas vu de volume 0 de l'ère des cristaux. Hein. Là tu m'apprends une nouvelle et je serais vraiment très très curieux d'avoir un visuel ou quelque chose. Et de toute façon curieux tout court. Moi si je peux avoir quelque chose sur l'ère des cristaux, je suis on ne peut plus preneur. Ensuite, on continue avec quand Takagi me tac. Eh ben, on voit vraiment que la relation, elle a évolué. Alors, on est passé sur autre chose entre nos deux petits personnages qui sont, comme vous savez, toujours aussi mignons. Enfin bon, voilà. Je vais pas m'éterniser toujours sur Kantaki me taquine parce que la construction du récit, on la connaît, on sait. Mais voilà, on aura réussi. Il s'agit d'un artbook, d'accord. Bah, mais même un artbook, moi je serais preneur, hein, parce que franchement, le style d'Ishikawa, c'est juste un bonheur pour les yeux. Donc, je disais, quand Takagi me taquine, on est sur une construction de récit qui roule, mais l'auteur sait quand même plutôt bien comment varier à la fois les ambiances, varier aussi les personnages, parce que de temps en temps, c'est pas non plus notre couple star qui est au cœur du truc. Et puis surtout, eh bien, à un moment donné, voilà, ce qui devait arriver, il y a quand même un rapprochement qui devient de plus en plus fort, de plus en plus clair, de plus en plus net entre les deux. Et forcément, je vais pas dire que c'est ce qu'on attendait, mais quand même, merde. Euh, c'est touchant, tout simplement, de voir de voir ces deux-là qui sont des âmes sœurs qui ne se le disent pas tout à fait depuis le départ. Euh, je vais me renseigner demain chez BDR. Déjà, on va se renseigner sur Internet ce soir. Parce que je suis pas sûr que BDR, les artbooks et tout ça, c'est pas trop leur truc. Hein. Sauf ce qui sort, on va dire, relativement facilement chez nous. Mais donc voilà, je vais pas m'éterniser. Quand Takei me taquine, c'est un titre qui, sur moi, fonctionne vraiment pleinement. Contrairement à l'autre série, Ayumu, que fais-tu Ayumu? Moi, là, par contre, voilà, j'ai lu 2 volumes, ça m'a laissé vraiment très très froid, pour le coup. Alors, oi aïe 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 aïe. Volume 19 de Karakuri Circus. Oi aïe 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 aïe. Oh que c'était bon, oh que c'était bon. J'avais lu de ci de là que c'était un tome de transition. Non mais vous avez vu des tomes de transition comme ça, mais arrêtez. Il y a quand même des choses absolument énormes et fondamentales qui se passent dans ce volume-là. Donc dire que c'est un tome de transition. On n'a pas dû lire le même volume, quoi. On a la conclusion de l'arc précédent et qui, enfin, pas de l'arc, mais en tout cas de la bataille, on va dire, de poupées qui était en cours et qui est importante finalement pour l'évolution de notre personnage principal. Et puis surtout, il y a beaucoup d'éléments concernant Shirogane qui est un autre personnage qui est revenu il y a pas si longtemps que ça et que je veux pas parler parce que c'est trop de spoil, mais putain, mais c'est bon, c'est tellement bon. Caraco et Circus, quoi. Donc là, bien évidemment, la 19e volume, la série sera terminée en 26. Vous imaginez bien que là, c'est très difficile de parler du titre de ne pas parler du titre sans être dans le spoil ou dans trop d'informations ou quoi ou qu'est-ce. Donc, je veux pas trop en dire, mais vraiment, il y a qu'un seul mot à dire en fait. Maîtrise de A à Z. Et graphiquement, c'est aussi c'est tiré vraiment c'est un travail de maître tout simplement du côté de Fujita. Donc et en plus j'ai envie de dire, on vient d'apprendre que ça y est, on a de nouveau le droit à des œuvres qui sont issues de la collection Black Museum. Donc on avait eu le droit à Springald et on avait eu le droit aussi à Ghost and Lady. Là il y a un nouveau titre qui est une relecture du mythe de Frankenstein pour le coup. Alors je sais plus exactement le titre est un peu plus long.
mais voilà, on est sur ce principe-là. Et ben, moi, donc c'est prévu vraiment pour tout début janvier 2024. Vous savez, vous savez que ça sera forcément dans ma besace dès que ça sort, parce que Fujita, il faut absolument soutenir cet auteur qui est merveilleuse. Et ben c'est tout pour les suites de manga. Donc là encore une semaine plutôt plutôt de qualité. Il n'y a pas il y a pas à tortiller. C'était plutôt très bon. Il y a juste effectivement la frustration liée à l'ère des cristaux qui m'a un petit peu à un moment donné m'a mis un sale goût dans la bouche, mais et pas pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire. Alors Crescent Moon. Oui, c'est comment je sais qu'il y a ça dans le morceau, mais je crois que le titre est un petit peu plus long que ça. Donc voilà. Allez, on attaque. On attaque la partie comics de cette semaine avec le Wonder Woman Historia. Alors, Wonder Woman Historia, eh bien, j'ai envie de... Il y a quand même une certaine forme de malentendu sur ce titre, dans un premier temps. C'est-à-dire que on a une couverture, on voit en majesté une magnifique Wonder Woman. Bon, voilà. On se dit, bah... Et en plus, on nous promet une relecture on va dire, comment du mythe des Amazones, avec, donc on imagine peut-être Wonder Woman réintégrée dès le départ. Enfin bon, voilà. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors là, en fait, Wonder Woman, vous pouvez quasiment l'oublier. Elle est, j'ai envie de dire, on aurait pu enlever Wonder Woman du titre. On sent bien que c'était pas... Enfin, c'est une partie du propos, mais c'est pas le... On peut pas dire que c'est le personnage principal de notre histoire. Mais alors, ça veut... Même si, entre guillemets, certains pourront prendre ça comme une espèce de tromperie de la part des auteurs, ou du marketing, ou de tout ce que vous voulez, n'empêche qu'on a une œuvre qui est juste magnifique. C'est... comment... Franchement, ça est... Bah bon, on va déjà pitcher un petit peu le truc quand même, parce que avant de commencer par les critiques, c'est comment donc Wonder Woman Historia, eh bien ça commence avec Hera. Comment donc dans la mythologie, la femme de Zeus, et les différentes déesses principales, on va dire, dans celles-ci, Athéna, Artémis, Aphrodite, Déméter, et Hécate. Enfin bon, chacune, je suis sûr qu'il m'en manque une, mais d'ailleurs je vais feuilleter pour retrouver les différents noms. Alors, Athéna, Aphrodite, Hécate, Déméter, Artémis, Hestia. Hestia. Voilà. Et donc, nos déesses donc féminines, eh bien, elles en ont un peu ras la casquette de la manière dont les femmes sont tout simplement traitées sur Terre, la manière dont Zeus finalement laisse filer un petit peu cette notion de chacun doit être dans son rôle, et et surtout les femmes doivent pas trop en demander, globalement, hein, c'est un petit peu le délire, et soutenu en cela par la partie masculine des dieux, dont ce gros con, on va dire, d'Apollon. Mais bon, soit dit, ça c'est autre chose. Et donc, Hera, et on va dire surtout les déesses qui l'accompagnent, comprennent bien que
voilà, il y aura pas de changement. Il y aura pas de changement du côté de Zeus. Elles vont pas faire d'efforts. Donc, eh bien, elles vont décider une chose, c'est d'elles-mêmes d'aller à l'encontre finalement de l'avis de Dieu et de créer finalement chacune d'entre elles va finalement laisser germer une graine d'elle-même, ce qui va donner naissance à pour chacune d'entre elles, une Amazone, finalement la tribu qui lui est affiliée. Et c'est de cela, de fil en aiguille, effectivement, que les Amazones apparaissent, et elles apparaissent dans des conditions où elle reste relativement cachée, pour éviter d'être sous le contrôle possible de Zeus, en tout cas sous la vision de Zeus et de ses congénères masculins, et donc elles ont tendance à officier la nuit, et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles essayent de réparer les injustices faites à certaines femmes. Et donc ça, on va dire, c'est la trame principale, et l'histoire ça c'est on va dire la grande histoire, mais dans la grande histoire il y a toujours la petite histoire, et on va retrouver le personnage d'Hippolyte qui a, on va dire, une lourde tâche sur son CV, puisque effectivement elle commet un acte que certains pourraient estimer comme totalement irréparable, et sauf que sauf que cet acte et pas forcément, en tout cas elle le juge irréparable, alors que il est totalement accepté malheureusement à l'époque de la Grèce antique. Et ce geste pour lequel elle va littéralement se rebeller va lui donner l'occasion de croiser la route de ces Amazones venues, originaires de nos déesses, et va donner lieu à la création d'autres choses, d'une autre entité liée aux Amazones. Alors c'est une œuvre donc qui est scénarisée par le Kélichou de Konik, qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur pas mal d'œuvres, du côté de 1D et tout ça. Elle a officié du côté de chez DC, surtout sur Aquaman, et elle s'est lancée en fait avec trois artistes différents, puisque cette histoire est décomposée en trois livres, j'ai envie de dire, en trois chapitres principaux. Le premier est dessiné par Phil Jiménez, le deuxième par Gene Hay, et le dernier par Nicolas Scott. Et je dois dire que c'est à la fois un plaisir pour les yeux, parce que effectivement, moi j'avais peur qu'on ait quelque chose de totalement hétérogène en termes de propositions graphiques, parce qu'on est quand même sur des styles un petit peu différents, entre Jiménez et Gen A. C'est vraiment, moi je trouve, très différent, beaucoup plus furieux, beaucoup plus ramassé dans sa composition avec Jiménez, et par contre beaucoup plus quelque part classique et centré sur les visages des personnages du côté de Gen A. Mais pourtant, la mayonnaise graphique, elle prend vraiment terriblement, et je dirais même s'envole vers des cieux avec ce que propose Nicolas Scott dans le dernier, ce qu'elle propose parce que c'est une artiste. Elle, avec un dernier livre qui est vraiment juste sublime, avec certaines planches qui envoient vraiment du très 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 lourd, j'ai envie de dire. Mais surtout, voilà, on se retrouve face à une relecture du mythe des Amazones qui aurait pu être totalement popcorn, en y incluant effectivement nos personnages bien connus, éventuellement de l'univers d'ici. Et finalement, c'est un traité féministe je trouve d'une grande force, avec un message qui est clair, net,
précis et qui pointe du doigt véritablement, on va dire les origines du mal. J'ai envie de dire. Et alors certains, c'est sûr que certains ne vont pas trop apprécier la plaisanterie hein, à la lecture, vont avoir l'impression que on les prend un petit peu en otage, mais j'ai envie de dire, fallait potentiellement se renseigner avant, et surtout, c'est intelligemment fait, c'est finement écrit, ça c'est d'une hyper fluidité à la lecture. Je m'étais dit aussi, ce que je craignais, c'était possiblement, si on est moins dans la maîtrise de la mythologie grecque, et moi je vous avoue que ça commence un petit peu à remonter. Et bien là, non, ça réussit malgré tout à nous rendre ça totalement digeste et il faut pas non plus être un universitaire en grec antique, j'ai envie de dire, pour comprendre véritablement ce qui se passe là. C'est infiniment moderne et puis pour arriver à une conclusion qui est juste superbe. Superbe, tout simplement. Donc voilà, moi ça a été vraiment une super lecture. J'ai adoré ce volume de Wonder Woman Historia et je ne peux que vous inviter à à découvrir et graphiquement, waouh, montrer un petit peu l'intérieur, mais ça envoie du pâté quand même. Hein. Alors. Donc là, on va retrouver nos différentes déesses qui sont invoquées systématiquement. Donc va avoir Hestia, on va avoir Hécate, Déméter, non, là c'est Artémis, Déméter, on a Hécate, on a Aphrodite et on a Athéna. Salut Mémo, comment vas-tu? Un petit coucou, je vais retourner me reposer, mais j'espère que tu vas. Merci, c'est gentil d'avoir fait un petit coucou. Déjà, et Héra, qui est la déesse des déesses, j'ai envie de dire, la femme de Zeus, et qui a une scène très très forte aussi avec Zeus, qui, moi, m'a retourné le bide, hein, je dois vous avouer. C'est c'est un récit qui est touche tellement est tellement actuel sur plein de choses. C'est intelligemment fait. Je vous dis voilà, quand je dis que graphiquement ça envoie et que ça fourmille, c'est du Jiménez à fond les ballons. J'ai une énergie, mais ça va, je repose ma voix et je me repose tout court par la même occasion. Et t'as bien raison de te reposer. Donc voilà. Allez, non mais quand je vous dis que ça foisonne, c'est un truc de fou. Et pourtant, je peux vous assurer que ça reste littéralement, systématiquement ultra lisible. Alors je vais juste vous montrer un petit peu parce que là on arrive sur la partie avec Jen A qui a bossé avec Alan Moore sur Top 10 c'est il y a du sacré boulot là aussi, mais on est dans un style qui est vraiment très très différent. Et que j'avais peur que c'est un côté éventuellement factice, et en fait non, ça colle bien avec une volonté de poser légèrement plus le récit et d'être et là on arrive vous voyez, sur la dernière partie, on a l'apparition de certains personnages aussi que moi à la base j'adore, mais on a envie de leur mettre des claques. Ça permet aussi d'avoir une certaine forme de relecture avec la fameuse Hippolyte qui va être vraiment au cœur du récit. Je ne vais pas montrer ça parce que c'est légèrement un peu spoilant, mais il y a des scènes de bataille avec des couleurs.
juste magnifique. Et bah franchement, voilà, ça fait du bien d'avoir un récit si intelligemment et si bien conçu, à la fois accessible et en même temps qui ne prend pas son lecteur pour un teubé. Et c'est très chouette. Oui, bah c'est pas que ça a l'air, c'est incroyable. Et il faut vraiment rendre hommage à toute l'équipe artistique parce que voilà, c'est vraiment un très joli boulot. Et d'ailleurs, je l'annonce pour celles et ceux seront peut-être parmi nous lors du Café Geek, eh bien, ce Wonder Woman Historia, grâce à notre partenariat avec la librairie Métropolis, eh bien, ça fera partie des lots du quiz. Voilà. Donc, si jamais ça peut en motiver quelques-uns à s'inscrire, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, comme diraient certaines personnes, pas forcément délicates justement avec la jante féminine. Alors, et on termine avec la Marche Brume, la nouvelle série de Stéphane Fer. Alors Stéphane Fer, pour l'instant, il nous avait habitués à des one-shots, pour certains extrêmement chouettes, comme Morgane, comme Peau de Mille Bêtes, qui était voilà, dans des univers de contes, des relectures de contes qui étaient juste magnifiques, avec une petite préférence pour Peau de Mille Bêtes. Et puis, il a bossé avec comment il s'appelle l'auteur, avec Lupano, sur un récit un petit peu plus contemporain, avec Blanc autour, qui a beaucoup fait parler au moment de sa sortie, mais qui finalement, bon, moi avait été une petite déception parce que je trouvais la manière de on était sur un sujet qui est quand même très important, et je trouvais qu'on restait un petit peu à la superficie des choses. Et c'était quand même assez dommage. Je suis nul en quiz de l'Empire de la Terre du Milieu. Qui sait, parce que la thématique de ce quiz pourrait peut-être éventuellement te convaincre. En tout cas, il y a peut-être moyen de moyenner. Moi, je peux te le dire. Mais bon, là, on reprend donc sur la Marche Brume. Donc la Marche Brume, ça nous parle de quoi, cette histoire? Eh bien, ça nous parle, on est dans un univers fantasy, on va dire, et j'ai presque envie de dire post-apocalyptique, où notre bonne vieille Terre a vu déferler sur ces terres une brume littéralement dévoreuse, qui un quiz métage défonce tout. Oui, mais là, moi, malheureusement, je ne maîtrise pas suffisamment. Peut-être un jour, qui sait. Donc, on a une brume, effectivement, qui envahit et qui a littéralement mis à bas l'ensemble de la civilisation. Mais comme toujours, nous avons au milieu de cette brume, nous avons je vais pas dire un village gaulois face à l'envahisseur, mais nous avons un village de sorcières qui a eu l'occasion d'accueillir en son sein, après une folle cavalcade, une jeune femme, un petit bébé qui dont on a bien compris qu'il était ah, j'arrive à la fin du live, je commence à avoir du mal à trouver mes mots. Donc cet enfant, eh bien, est la proie de personnes pas forcément très bienveillantes qui cherchent à s'en emparer. Et à s'en emparer à plus forte raison, puisque elle a quand même une apparence à la fois humaine et en même temps avec des petites dents pointues qui laissent à penser que ça pourrait être un ogre. Donc bien évidemment cette jeune fille est quand même recueillie après certaines palabres, et elle est recueillie, et on va avoir un bond temporel
qui vont nous amener plus tard, où on va retrouver donc Tempérance, puisque c'est ainsi qu'elle a été nommée, une jeune femme qui aimerait qu'on lui apprenne la magie, mais sa tutrice, la sœur Grisette, qui est la pire ronchonne possible et imaginable que la Terre ait portée, un peu trop fan de courge au goût de notre ogresse, qui qui aimerait effectivement en savoir un peu plus sur la magie, mais dont on sent bien qu'elle est un petit peu limitée par rapport à cela. Et sauf qu'un jour, eh bien, à un moment donné, forcément le passé les rattrape notre village qui semble plus ou moins paisible malgré la brume qui est systématiquement là comme un espèce de possible envahisseur. Et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, la brume sévit, sauf que il se passe des phénomènes qui vont possiblement changer le cours du destin de notre Grèce et de notre confrérie de sorcières de Brouche, comme elle s'appelle. Eh bien, on a un récit d'aventure qui a on pourrait dire, une forme de classicisme, j'ai envie de dire, dans le principe du récit initiatique, puisqu'effectivement, on va très vite, on va avoir le postulat de départ, brusque changement de situation et à un moment donné, départ vers le voyage pour en savoir un petit peu plus. Donc, on est vraiment dans un récit initiatique qui semble classique au premier abord, mais l'auteur réussit très vite à garnir, à étoffer sa proposition avec des personnages qui sont vraiment très hauts en couleur et très vite assez sympathiques, puisque effectivement on va découvrir toute une galerie de brouches de sorcières, on peut à la fois sympathiques et en même temps remplies de défauts qui les rendent attachantes, que ce soit donc Grisette, on a celle qui normalement est vieille mais utilise la magie pour se faire belle, parce qu'on a bien compris que la magie était quand même normalement réservée normalement à travailler la terre, à essayer de fortifier, on va dire, l'espace qui les entoure, sauf que c'est comme tout, hein, quand on peut éventuellement s'en faire bénéficier soi-même, elle n'en reste pas moins humaine, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on va avoir toute une galerie de personnages qui est plutôt cool, et au cœur de cela, Tempérance, qui effectivement est un personnage fort, à tout point de vue, qui ne cesse de prendre de la place véritablement dans le récit, et ça c'est plutôt cool, même si parfois l'auteur cherche un petit peu à l'effacer de manière à lui donner encore plus d'impact quand elle réapparaît. On a des scènes d'action qui sont extrêmement fluides, extrêmement agréables. Alors parfois, le design est un petit peu fluctuant. Bon, ça c'est pas comme on a l'habitude avec le style de Stéphane Fer, et franchement, c'est pas extrêmement gênant parce que ça ne nuit jamais à la fluidité de la lecture. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire à cela. Sa capacité à travailler les couleurs sur ces teintes comme ça un peu mauve, grise et tout ça, à donner finalement c'est toujours des ambiances qui sont vraiment très très bien posées, font que à la fin, franchement, on a un récit d'aventure qui démarre vraiment très très bien. Il y a beaucoup de choses déjà qui se passent dans ce récit. Donc on n'a pas l'impression, on n'est pas frustré quand on arrive à la fin du volume. On a par contre juste très très envie d'avoir le second pour en savoir davantage et savoir comment tout cela va se conclure. Alors se conclure, j'ai un doute. Maintenant que j'y pense, je ne sais plus si j'avais lu que c'était en 2 ou 3 volumes. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai eu une sensation de satiété à la fin de la lecture de ce volume 1, et surtout une très très grande impatience de découvrir ce qu'il en est. Maintenant, il va falloir tenir sur la distance et ne pas avoir l'impression, si jamais c'est en 3 volumes, ne pas avoir on va dire le volume 2
un petit peu trop transitionnel pour arriver sur la fin. Réussir à tenir la cadence, ça sera vraiment la condition sine qua non pour faire de la Marche Brume vraiment une belle promesse pour la suite du travail de Stéphane Fer, à démontrer qu'il peut faire autre chose que des one-shots, mais aussi de très très belles séries. Et j'ai envie de dire que cette Marche Brume, elle démarre sous les meilleurs auspices. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont lu, ce volume 1 ? Voilà, avec nos différentes sorcières. Ah, salut Salomé. Tac. L'art d'arriver à la fin, ou presque. Tac. Donc voilà. Alors, comme je disais, donc voilà, Sœur Griselle et... Attendez, je vais rapprocher un petit peu le truc. Hop là. Tempérance. Vous voyez, on est vraiment dans des décors de contes de fées. Moi, quand j'ai vu le départ avec ces peintes et d'être dans la Belle au bois dormant de Disney, et on voit très vite apparaître nos personnages, ceux qui poursuivent notre gamine, et Griselle qui à ce moment-là est encore relativement jeune, j'ai envie de dire, passer relativement vite, et très vite on va voir Tempérance débarquer avec effectivement son apprentissage du kung-fu, parce que à défaut d'apprendre la magie, elle apprend le kung-fu, et on peut dire qu'elle se débrouille plutôt pas si mal que ça. On a aussi un autre personnage qui semble relativement anecdotique comme ça, mais qui finalement va se révéler de plus en plus important au fur et à mesure de la lecture. Voilà. Les ambiances, donc là on croise effectivement l'ensemble des personnages, l'ensemble des sœurs, et chacune de leurs caractéristiques, avec certaines qui sont assez à mourir de rire, quoi. On en a une, on a bien compris qu'elle n'avait pas de sonotone, hein, et que c'est compliqué de communiquer avec elle. Voilà, c'est un récit qui fleure bon l'écologisme, le féminisme, mais toujours fait avec bienveillance et avec intelligence. J'ai envie de dire. Voilà, il y a des séquences oniriques qui sont vraiment très très bien rendues, très très bien fichues. Oui, mais les couleurs sont vraiment... mais j'ai envie de dire, vraiment, si vous avez l'occasion déjà de découvrir Peau de Mille Bêtes et Morgane de la part de Stéphane Fer, allez-y. Hein. C'est vraiment... moi, surtout Peau de Mille Bêtes, je trouve que c'est un titre qui est plus que chouette. Donc, voilou. Eh ben, c'est tout pour cette semaine. Eh bien, 22h, 1h30 de live. J'ai réussi à faire relativement court. Et si j'ai fait court, c'est aussi parce que vous avez été calme sur le live, sur le chat ce soir. Mais c'est normal. On est lundi soir. C'est pas tout à fait la même chose que le dimanche. Je comprends aisément. Alors, on va faire le petit récapitulatif. On va déjà faire les volumes 1 et One Shot. Alors, quel titre vous tente un maximum dans ce qui a été proposé ce soir? Moi, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée de celui qui potentiellement pourrait vous intéresser le plus. Salut Ryoanim. Bravo. Oui, je ne sais pas s'il faut me féliciter. Hein. Alors... donc voilà, si vous avez des questions et tout, comme vous savez, comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est le moment où il faut. Alors non, j'ai déjà boire un coup avant de... parce que je sens que la gorge n'est pas encore tout à fait... pas tout à fait la même. Alors moi, j'ai tout loupé. L'ère des cristaux, c'est marrant. Ah, c'est quand même marrant parce que c'est celle où j'ai été le plus... voilà,
Il y avait plus d'aspérité, j'ai envie de dire. Comment la même. Oui, mais c'est pas grave. Vous regarderez peut-être le recap. Qui sait. Alors. Donc. On démarre avec Monstrophobie, le nouveau one-shot de... alors, le nouveau one-shot du côté de chez Akata qui nous parle justement homophobie, acceptation et surtout adolescence, j'ai envie de dire, et harcèlement, puisque cette drôle d'histoire de jeune homme transformé en monstre parce qu'il a la sensation d'être abandonné à lui-même, mais que cette transformation a à la fois des effets positifs, mais aussi négatifs sur sa perception du monde. Une œuvre à la fois didactique et tout en douceur, mais en même temps totalement crédible, vraiment intéressante, un one-shot qui est pas loin d'être un indispensable dans ce type de proposition chez Akata. On continue avec les œuvres de jeunesse de Fumio Kono après cerisier pour Sanpei. Là, cette fois-ci, c'est les fleuristes du coin de la rue. Un recueil agencé de manière plutôt intelligente qui nous permet de retrouver les jeunes travaux de cette autrice de grand talent, où l'on perçoit à la fois son talent, mais aussi forcément les petits travers des débuts. En tout cas, une très belle douceur se dégage de ce recueil et on retrouve aussi on retrouve la belle énergie et les bonnes ondes de Fumio Kono à travers on retrouve les bonnes ondes de l'autrice à travers ces petites histoires à la fois joyeuses, oniriques et parfois un peu tristounes. Un très agréable moment qui n'est peut-être pas tout à fait la porte d'entrée idéale pour cette autrice par contre. Le Wonder Woman Historia, c'est cette relecture cette relecture des mythes de la Grèce antique façon Wonder Woman a un côté un petit peu trompeur, effectivement, quand on en voit le contenu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un récit d'une immense qualité, une production ambitieuse, féministe et particulièrement bien articulée à travers trois artistes au sommet de leur art. C'est vraiment, c'est juste sublime pour les yeux et extrêmement émouvant dans sa construction, un must du DC Black Label à n'en pas douter. Et enfin, Stéphane Fer se lance pour la première fois dans une série et ce récit initiatique qui est La Marche Brume démarre sur les chapeaux de roue. On retrouve le trait caractéristique et la colorisation particulièrement bien choisie pour cette histoire d'ogresse au cœur d'un village de sorcières et d'une brume semble-t-il malfaisante mais qui entoure le village. Très jolie histoire, là aussi avec des relents à la fois écologiques et féministes très bien traités. Un démarrage sur les chapeaux de roue, il me tarde d'avoir le second volume, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour les premiers volumes de cette semaine. Alors, j'ai loupé une partie à cause d'un plat difficile à dégraisser. T'as lu Mazarian, je pense. Tu n'as pas aimé, je crois. J'avais lu juste le premier volume et j'avoue que j'ai du mal à avoir envie de me lancer sur le deuxième. Bien sûr, pour le récap, sinon carrément. Alors, récapitons pour les suites de séries. Donc One Dance avec toujours cette grande maestria graphique et ce schéma narratif qui a tendance par contre à se répéter. Pour l'instant, balance penche très largement du côté graphique car je prends un énorme plaisir à chaque fois. Bon, maintenant, si on pouvait avoir un peu plus de variété de l'autre côté, ça serait pas non plus un mal.
Du côté d'Oshinoko, c'est un passage de relais entre nos deux personnages principaux dans leur quête de vérité sur leurs origines. C'est plutôt très bien fichu, toujours aussi bien rythmé, très agréable volume. Du côté de chez Frieren, là encore une répétition d'un schéma narratif qui a fait ses preuves. Au départ, de la petite histoire qui nous entraîne, histoire qui nourrit bien le côté tranche de vie. Et ensuite, une histoire un petit peu plus longue qui permet de densifier le lore. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Est-ce que ça en fait un must pour cette série? J'en ai quand même un gros doute au final. Pour le pire, c'est un sacré régulièrement malaisant, mais qui, par la construction patiente et très bien vue de notre duo star, fonctionne à plein. Moi, cette lecture fait monter la température sous différentes formes systématiquement, et franchement, très hâte de voir où tout cela va nous emmener. Le Isabella Bird, un Isabella Bird où je suis déjà très heureux de retrouver notre aventurière, mais qui dénote un petit peu par rapport au précédent, puisque celui-ci est immobile. Mais par contre, oulala, quelle maestria d'écriture. Un affrontement bien symbolisé par la couverture qui finalement ne donne ni gagnant ni perdant. En tout cas, très bien construit et tout simplement un des meilleurs récits en cours actuel du côté de chez Kion. Ah, l'ère des cristaux et ses magnifiques couvertures, forcément beaucoup de frustration à la lecture de ce dernier, qui déjà semble être une fin, mais en fait n'en est pas une, puisque la série est on se pose vraiment des questions sur ce qui va être apporté par la suite, mais surtout cette frustration de ne pas avoir réussi à saisir l'ensemble des éléments du fait d'une lecture trop espacée entre les volumes. Tout simplement, il me tarde de pouvoir me relancer intégralement dans la série, tant je suis sûr que je suis passé à côté d'éléments primordiaux pour la dramaturgie de la série. Un petit peu rageant, parce que là, je sais qu'on tient un magnifique tome entre mes mains. Je tiens un magnifique tome entre mes mains. Quand Takagi me taquine, les relations entre les personnages évoluent, tout simplement, et elles évoluent intelligemment, de manière très bien fichue, toujours aussi attendrissant quand Takagi me taquine. Bien évidemment, on est au volume. La recette est bien connue, mais quand elle est aussi diablement efficace, moi j'en reprends. Et enfin, quand on me dit que ce volume 19 est un tome de transition, j'ai envie de rire à gorge déployée, tant les éléments extrêmement importants pour le récit sont développés dans ce volume. Bien évidemment, en dire plus, ce serait spoiler, mais je peux vous assurer que notre trio star de personnages nous en fait voir des vertes et pas mûres, et Fujita s'amuse de tout cela. Grandiose, tout simplement. Alors, salut Joël Archil. Alors Freeren, j'hésite à abandonner à chaque tome et je continue à chaque fois, je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a quand même, forcément, tu as une espèce de tendresse, et enfin moi en tout cas, je parle en mon nom, je trouve que cette petite bande de personnages est quand même quelque chose de touchant, et tu as envie quand même de voir un peu où est-ce que ce road trip va nous amener in fine. Mais pour moi, certains vraiment lui tressent de grands lauriers. Non, il y a quand même des choses dans Freeren qui sont dans sa narration et un peu trop répétitives pour en faire un must, en tout cas. Moi, aujourd'hui. Même ressenti que toi pour l'ère des cristaux, je vais me refaire la série avant le prochain. Mais oui, non mais
C'est terrible, c'est terrible. Salut Paul, bah tu arrives pour la fin. Donc, bah voilà. Eh ben, je vous remercie pour ce live plutôt rapide. En tout cas, on a été plutôt efficace. Oui, tu as raison, c'est ça. Mais je trouve l'aspect tranche de vie trop léger, l'action trop répétitive. Bah, j'ai envie de dire, l'action, elle est presque, elle est limitée. Hein, elle est presque expéditive. J'ai envie de dire. On sent bien que les scènes d'action, c'est pas ce qui intéresse les auteurs, hein, très clairement. Bah de rien, c'est pour les gamins. Avec plaisir. Merci d'être resté malgré le côté détartrant. Euh, comment tuer mon suiveur le meilleur détartreur de mes suiveurs. Merci. Mais de rien, Guillaume. C'est toujours avec grand plaisir. Et puis bah si tu passes à BD-Rare, peut-être qu'on se croisera. Normalement, j'y passe demain aussi. Voilà, voilà. Toutes et tous, comment je vais... meilleur compliment. Je suis pas sûr. C'est un compliment, mais je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Merci Léa, enfin merci à tous d'être passés encore sur un lundi soir. Je sais que c'est pas évident. C'est d'ailleurs peut-être c'est bien que ça soit pas terminé trop tard. Et puis voilà, on se retrouve donc très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures. Et puis bah, si jamais il y en a certains que je croise ce vendredi soir, eh bien ce sera avec grand plaisir. Allez, ciao ciao.